Oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo découverte du mois. Ce que j'ai découvert, ce que j'ai lu en termes de plaisir ludique durant le mois passé. Nous sommes présentement au mois de novembre 2025. Beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de choses différentes, mais je veux également aussi prendre le temps de présenter quelques petits projets qui sont soit en financement ou qui vont être en financement participatif au courant du mois de novembre, décembre et même un peu plus loin, vous allez voir. Et on commence en fait avec le Moss Ritter Mount. Première découverte pour celles et ceux qui ne le savaient pas. Novembre, c'est le Moss Ritter Mount, un projet collaboratif mené par Losing Games, Game Omnivorous et Exalted Funeral, mettant en vedette un tout nouveau cadre de jeu pour le jeu de rôle Moss Ritter, le cadre Junk City, accompagné d'une abondance de créations fantastiques issues de 16 membres de la communauté des créateurs de Moss Ritter. Parce que oui, Moss Ritter, bien, c'est un jeu qui a une licence permissive, c'est une licence ouverte qui permet, des publications professionnelles qui sont tiers, donc qui ne sont pas associées directement à Game Omnivorous. Et bien que le jeu soit traduit en français, en anglais, ça a quand même bien explosé. Il y a beaucoup de suppléments, beaucoup de choses qui sont sorties. Il n'y a pas beaucoup nécessairement je vois pas beaucoup de financement participatif pour des produits physiques de Moss Ritter, pour on va dire des produits tiers, bien qu'il y en a quelques-uns. Contrairement par exemple à Mothership ou encore, on va dire Old School Essential et autres jeux du genre. Mais il y a énormément de produits numériques. Là. C'est immense tellement qu'il y a un site internet pour Moss Ritter qui est dédié exclusivement à la recherche de suppléments et de petits produits qui sont sortis et compatibles avec le jeu. Et bien, je suis présentement, encore au moment où j'enregistre cette vidéo, je suis les avancées du Moss Ritter Mount. Il y a des produits vraiment cool, des produits vraiment intéressants. Mais là, on s'entend, c'est pas quelque chose que j'ai découvert. Il n'y a rien dans la présentation du financement qui est en soi une découverte ludique que j'ai pu lire. Mais il y a, oui, en fait, une petite aventure qui est proposée, une petite aventure d'introduction qui est proposée pour Moss Ritter, une espèce de mise en bouche, un avant-goût de ce que propose Junk City, qui est vraiment un contexte de jeu un peu plus, vraiment un peu plus, comme le dit le nom, junk, donc un peu plus sale, des résidus, des saletés, on va dire des restants de poubelle, bref, un peu comme dans un dépotoir en quelque sorte. Et le petit supplément qui est disponible, qui est vraiment très chouette, se nomme Corruption Puma 242, qui est une petite exploration d'un endroit, d'un bâtiment à la verticale, donc un donjon à la verticale, dans lequel nos petites souris doivent se lancer et affronter différentes menaces pour trouver une solution à une certaine odeur et à certaines putréfactions qui représentent une menace pour leur communauté. Très chouette en duotone blanc-vert, c'est vraiment très beau. En général, de façon générale, on va dire André Nova, lui qui est à la tête de Game Omnivorous, fait vraiment des produits de toute beauté. Et ce qui est vraiment plaisant avec Moss Ritter, comme justement le fait aussi, par exemple, Morkborg ou surtout Mothership. Donc des petites aventures qui peuvent se compléter vraiment rapidement, qui ne représentent pas un immense investissement de temps, qui peuvent facilement s'intégrer dans une campagne plus grande. Et de manière générale, je trouve que André Neva, lui qui est à la tête de Game Omnivorous, il est vraiment bon pour justement produire du contenu qui est à la fois très beau, comme les Corruption Puma 242, mais qui est aussi vraiment très facilement utilisable en partie. Vraiment, le mettre en jeu, Moss Ritter, c'est vraiment pas un jeu qui est compliqué de façon générale. Il y a plein de petites règles optionnelles qu'on peut ajouter, qui ont été créées par différents designers, mais de prime abord, c'est vraiment pas un jeu qui est à se casser la tête, et c'est aussi un très beau jeu d'introduction, je trouve, pour une famille. Par exemple, si mettons, vous voulez initier des enfants au jeu de rôle, je considère que Moss Ritter, c'est quand même une valeur sûre assez simple, avec une mise en contexte qui est justement assez charmante, et j'ai hâte de voir ce que va proposer en fait les autres suppléments qui sont en financement participatif lors du Moss Ritter Month, qui est un peu la deuxième initiative d'un Game Month. Ça fait quelques fois en fait, la première fois, c'était le Mothership Month. Et là, il y a eu Moss Ritter Month. Et au moment où j'enregistre cette vidéo, j'ai vu qu'il y avait, qui a été annoncé un Old School Essential Month, qui est, je crois, en mars. Et autant j'ai comme une étrange relation conflictuelle avec ce concept-là, alors que d'un côté, je trouve que c'est très cool parce que ça permet à justement plein de créateurs différents de s'allier pour concevoir
une immense activité en soi, un immense événement qui va se dérouler sur plusieurs semaines et qui est un peu vraiment un travail de labeur, un travail d'équipe pour faire pousser de l'avant une passion pour un jeu commun qui est justement très communautaire. Mais de l'autre côté, souvent, ça joue beaucoup sur l'effet du FOMO, qu'on appelle, donc le Fear of Missing Out, parce que si vous participez pas nécessairement au financement, bien, ça se peut que vous n'ayez pas accès à certaines contreparties à l'avenir. Et de un, et de deux, tous les financements débutent en même temps et tous les financements finissent en même temps. Et de ce fait, lorsque vous participez souvent à un financement participatif de la sorte, eh bien, le déboursement du financement se fait vraiment à la fin de celui-ci. Donc, il y a comme plusieurs choses à financer et là, plusieurs initiatives intéressantes pour le même jeu. Ça fait un effet d'engouement, ça donne le goût de participer à plusieurs campagnes, mais tabarnouche, ça devient vraiment assez onéreux avec le temps. Ça va devenir très coûteux si on commence à participer à toutes les campagnes de financement qui sont lancées pour un Game Month, en quelque sorte. Je trouve que c'est un investissement qui demande beaucoup. Et fait que c'est pour ça que je suis comme un peu ambigu. D'un côté, tout le monde a comme des initiatives en même temps, donc ça devient justement, ça demande un certain montant monétaire, mais de l'autre, c'est une activité qui est justement assez communautaire, qui est très encourageante pour une même gamme, et ça ne me surprendrait pas qu'il y ait éventuellement une espèce de Bug Month ou autre, parce que là, on en voit, là, ça commence à apparaître, puis le Mothership Month de l'année passée a prouvé en fait son fonctionnement, dans le sens que ça a été un véritable succès. Mais, de l'autre côté, la majorité des suppléments qui ont été financés lors de cette initiative-là ne sont pas encore sortis. Et ça fait 1 an de cela. Et il y a un autre Mothership Month qui est passé, donc un autre supplément. Donc, il y a cette espèce de roue qui tourne, là, à quel point est-ce qu'on veut vraiment se lancer dans quelque chose qu'on n'a pas encore reçu. Bref, je veux pas. Mon but de cette vidéo, c'était pas de faire une critique du concept des Game Month, mais il y a quelque chose là-dedans qui me turlupine un peu, et on va voir qu'est-ce qui va en devenir par la suite avec le Moss Return Month, mais pour l'instant, Moss Return Month, je trouve qu'il y a des très belles choses qui sont soit, si on veut vraiment payer, oui, un bon montant, avoir beaucoup de contenu, mais aussi la possibilité de financer en PDF pour avoir des petites choses qui sont beaucoup plus accessibles. Et de ce que je vois pour l'instant, de ce que j'ai pu lire pour l'instant, j'ai beaucoup aimé ça. Donc, ça reste à voir. Curbtion Puma 242, vous pouvez l'avoir gratuitement. Je vais mettre bien entendu le lien dans la description de cette vidéo si vous souhaitez mettre la main dessus. Et on continue avec une prochaine découverte, Beneath the Spindle. Et là, la petite synopsis pour l'aventure, avant que je vous en dise davantage. Plongez profondément dans le chaos d'un sous-sol d'un magicien, abandonné depuis bien longtemps. Faites-vous dévorer par des couloirs vivants, marchez à travers des amas de limaces, contemplez les arbres de chair, conversez avec un patron captif, des pousses et spores, trouvez des potions oubliées et des robes de magicien, et perdez-vous dans l'esprit dilaté d'une limace esselée. Vous avez trouvé les ossements du magicien Alva, le murmureur. Mort depuis des lustres, parmi les ossements repose une note indiquant les coordonnées d'une tour de magicien isolée nommée l'Approche, ainsi qu'une mention d'une grande récompense en échange de la livraison des restes. En gros, Beneath the Spindle, c'est une aventure pour Knave, en fait, Knave de Questing Beast, de Ben Milton, un jeu que j'apprécie quand même vraiment beaucoup. Plus le temps passe, plus j'ai comme une sorte d'affection qui se développe pour Knave. On dirait que c'est comme un jeu qui grow on me, qui grandit en moi, alors que je continue un peu mon exploration de ce que propose le jeu, bien que c'est très, en anglais on va dire bare bone, là, ça adresse que c'est très minimaliste, mais il y a beaucoup de choses à faire avec tout de même. Et Beneath the Spindle, ça fait partie de ces aventures qui sont sorties lors d'un Game Jam qu'il y a eu. Je pense que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Pour vrai, je suis persuadé d'en avoir déjà parlé dans une autre vidéo. Un Game Jam qui a été lancé pour justement produire des aventures compatibles avec Knave. Parce qu'à la base, Knave, c'est le jeu de Ben Milton. Ben Milton a sorti une aventure qui était compatible avec, en fait, quelques petites aventures, ou du moins une grande qui était un peu plus importante et qui a fait un peu plus jaser. Et à part ça, il n'y avait pas beaucoup de choses. Et il y a eu ainsi cette initiative-là du Game Jam pour un peu encourager les gens à créer leurs produits, à créer leurs aventures pour Knave. Et là, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont sorties. J'en ai déjà parlé, je suis persuadé, c'est ça. Oui, j'en ai déjà parlé parce qu'il y avait beaucoup d'aventures qui m'avaient accroché lorsque il y avait eu justement l'activité en soi. Et Beneath the Spindle faisait partie de celles que je m'étais procuré
que la couverture m'avait comme attiré un peu, le synopsis un peu étrange avait aussi, on dirait, attiré mon attention, mais je n'avais pas encore pris le temps de la lire, et là c'est fait, et c'est vraiment très cool, très très cool. Classique quand même, tu sais, Dungeon Crawl, mais ce qui est un peu la force de ces modules qui sont sortis lors du Game Jam, c'est que on a vraiment un peu de tout, autant qu'on a du très classique médiéval fantastique comme on peut le vivre à la façon OSR sans que ce soit trop étrange, mais il y a des aventures comme Beneath the Spindle qui sont vraiment très étranges, qui sont vraiment surréalistes, qui vont aller taper dans des concepts magiques un peu plus flyés, des choses qui n'étaient pas nécessairement mis de l'avant dans des vieux modules et qui maintenant, on va dire, une espèce de créativité qui nous permet ainsi de nous lancer dans la conception de choses qui sont vraiment au-delà et plus grandes que nature. Et c'est ce que propose Beneath the Spindle, une aventure qui met de l'avant la magie, une aventure qui met de l'avant les risques de la magie dans un espèce de donjon superbement illustré. Le visuel est vraiment de toute beauté. Je ne veux pas vraiment trop en dire non plus, sinon que ça demeure que c'est relativement assez court, même s'il y a beaucoup de choses. C'est très complet, c'est très, on va dire, j'ai juste le bon québécois qui me revient, là, jam-pack. C'est très, beaucoup de choses en peu d'espace. C'est très coincé, mais ça peut se faire quand même assez rapidement avec un système de jeu qui est, somme toute, très simple, naïf, mais qui peut aussi être adapté à autre chose si ça vous intéresse. Donc, encore une fois, disponible dans la description, il me semble. Ça fait quand même un bout que je m'étais procuré l'ouvrage. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais je pense qu'il était en Pay What You Want, donc payer le montant que vous souhaitez pour avoir accès. Mais si vous souhaitez encourager l'auteur, allez-y. Sinon, je pense qu'il est justement gratuit. C'est accessible dans la description de la vidéo. On continue avec un autre ouvrage, et là, on fait vraiment un 180 degrés. Là, on est vraiment ailleurs, alors que j'ai commencé à lire un peu. Je me suis retombé un peu dans le plus moderne. Ça fait quelques mois que je baigne beaucoup dans le médiéval fantastique, dans justement le OSR, les Dungeon Crawl et tout ça, et tranquillement, pas vite, il y a certaines petites envies qui me reviennent à la surface. Et j'ai lu une aventure récemment que j'ai trouvée vraiment chouette, qui se nomme Convergence, qui est pour Delta Green, une aventure qui est sortie en anglais, qui n'est pas encore disponible en français. J'espère qu'elle va être traduite parce que, chose que je ne savais pas, au moment où j'ai commencé à la lire, au moment où j'ai pris conscience que cette aventure-là existait, et le synopsis me parlait beaucoup, c'est qu'en fait, c'est le premier module, la première aventure qui a été publiée pour Delta Green. Donc vraiment la première aventure qui était publiée à l'époque où Delta Green était encore un supplément pour l'appel de Cthulhu. Et cette version-ci, qui est maintenant disponible, qui est pour le jeu Delta Green, c'est un peu une revamp, en quelque sorte, une remise à jour de l'aventure de base, qui demeure, somme toute, assez semblable, avec quelques petites modifications ici-là. Et c'est vraiment une aventure d'introduction qui vient vraiment à la source, à la base de ce que représente Delta Green. Si vous ne savez pas du tout de quoi je parle, j'ai fait 2 vidéos, il me semble, et même une partie filmée de Delta Green. C'est vraiment l'ambiance X-Files rencontre l'univers de l'appel de Cthulhu. Donc oui, c'est des conspirations des années 90. Oui, il y a le danger, on va dire, des grandes corporations et des on va dire, regroupement de gens dangereux dans l'ombre qui contrôlent le monde, mais il y a aussi justement le côté Migo, le côté les grands anciens, le côté des gens qui vont faire des sortilèges pour pouvoir mettre de l'avant leur sombre dessein. Et le tout se mixe merveilleusement bien. Ça aussi, un peu comme Beneath the Spindle, plus je lis du Delta Green, plus j'aime ça. J'en avais déjà lu il y a une certaine époque, lors de la 6e édition de l'Appel de Cthulhu. Il y avait eu les suppléments qui étaient pour Delta Green, donc Countdown et, mon Dieu, les autres, je ne me rappelle plus, dont l'ouvrage Delta Green. Et bref, je ne vais pas non plus trop partir sur le jeu en soi, je vais vraiment revenir sur Convergence, mais je vous encourage fortement de jeter un coup d'œil, surtout qu'il va y avoir une version française du jeu qui est traduit par Aquileos. Et Convergence, en fait, le synopsis est le suivant. Le ciel observe. Septembre 1996. Dans une petite ville du Tennessee, l'adolescent Billy Ray Spivey disparaît pendant 2 jours sans explication et revient changé. Et lorsqu'il utilise des pouvoirs surnaturels pour tuer 2 personnes, les conspirationnistes accusent les ovnis. Delta Green, elle, a d'autres soupçons. Une équipe d'agents est envoyée à Groversville pour découvrir la vérité, mais elle pourrait bien être la prochaine victime. L'aventure est écrite par John Scott Tynes et c'est, comme je l'ai mentionné, c'est la première aventure qui est sortie pour Delta Green. C'est vraiment une conspiration
qui met de l'avant justement tout ce qui fait que Delta Green, c'est bon. Donc, il y a le premier niveau qui va aborder beaucoup l'aspect des conspirations, des extraterrestres et des gens qui sont sûrs qu'il y a des grandes corporations puis des grands gouvernements qui vont commencer à contrôler le tout dans l'obscurité. Mais sous-jacent, il y a toujours d'autres explications qui viennent s'agencer avec certaines idées qui sont plus à la surface, mais qui présentent tout de même, on va dire, d'autres menaces qui sont beaucoup plus liées justement à l'appel de Cthulhu et au mythe de Cthulhu en général. Et moi, j'aime ça. Ah, j'aime ça. Tu sais, j'ai l'impression que j'en parle pas souvent sur la chaîne, mais justement, l'ambiance X-Files. X-Files, c'est une de mes séries d'enfance. C'est une de mes séries qui m'a le plus marqué. J'étais beaucoup trop jeune pour écouter ça. Au moment où c'est sorti, j'ai des épisodes qui m'ont vraiment hanté là, dans ma tête. Mais c'est tellement bon. Et l'ambiance d'une petite équipe qui va dans une petite ville, un petit patelin perdu, vraiment quelque part de complètement ignoré du reste des États-Unis pour aller investiguer, questionner les gens, voir un peu qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il y a telle menace, qu'est-ce qui est arrivé avec ce fameux monsieur Billy Ray Spivel, c'est bien ça son nom, et quels autres dangers peuvent se tapir dans cet endroit qui, somme toute, au premier regard, ressemble à une petite bougarde, tout ce qui est le plus simple. C'est vraiment c'est tout ce que j'aime, en fait, d'une aventure de Delta Green, ou même d'une aventure de conspiration années 90. Ça utilise l'essence du jeu à la perfection. C'est solidement ancré dans une atmosphère qui est à tout casser, avec une conclusion qui est aussi vraiment assez intense. Et beaucoup de personnes en ligne font un peu leur impression de l'aventure. Ils font aussi, même, il y a beaucoup d'aides de jeu et des conseils qui sont donnés en ligne pour pouvoir l'animer, parce que c'est une de celles qui a le plus marqué les gens pour différentes raisons, dont justement le fait que c'est la première, mais aussi parce que c'est très marquant en soi. Il y en a eu d'autres par la suite, mais ça reste que l'aventure aussi elle est très bonne. Il y a de nombreux jeux de rôle emblématiques qui ont eu une certaine porte d'entrée avec des aventures très reconnues, comme par exemple Keep on the Borderland, The Hunting et autres des aventures pour Donjons Dragons qui ont été vraiment les plus marquantes à leur tout début. Eh bien, Convergence, c'est un peu le cas pour Delta Green. Et si jamais ça vous intéresse, encore une fois, le lien est disponible, mais encore une fois, gardez en tête que l'aventure, elle est en anglais avant tout. Prochaine lecture du mois, j'ai eu l'occasion enfin de lire, parce que ça faisait quelques temps que je le décalais pour différentes raisons, pour d'autres lectures et tout ça, mais j'ai eu l'occasion de lire le kit d'introduction pour la version française de Triangle Agency, un jeu qui existe déjà en anglais, mais qui a été justement annoncé en français chez Raise Dead Edition, qui va avoir un financement participatif au courant de l'année 2026 pour la traduction complète du jeu. Et vous avez accès maintenant, si vous le souhaitez bien entendu, au kit d'introduction de Triangle Agency. Et je ne vais pas trop en parler parce que justement, je vais en reparler dans d'autres vidéos pour différentes raisons. De un, parce que c'est un de mes gros coups de cœur de l'année 2025. Souvent, chaque année, je fais une vidéo coup de cœur, on va dire, de mes lectures de la dernière année. Et Triangle Agency en fait partie. Je l'ai ici dans mes mains, justement. C'est pour ça que je vous place un peu bizarrement. En fait, c'est une grosse boîte. Regardez la belle boîte. C'est comme un briefcase. Et il y a dans ce briefcase-là tout le nécessaire pour pouvoir jouer au jeu en soi. Je ne vais pas l'ouvrir parce que si je l'ouvre comme ça devant vous, ça va me tomber dessus. Et c'est quand même relativement assez lourd. Mais juste pour faire un petit récapitulatif rapide de ce qu'est Triangle Agency, eh bien en fait, je fais un peu un lien avec Delta Green parce que ça reste qu'il y a des thèmes qui se croisent, qui se recroisent, mais Triangle Agency est beaucoup plus quand même, oui, funny, plus plaisant, un peu plus hop la vie comme ambiance, mais c'est plus étrange aussi. Parce que dans Triangle Agency, qui est un jeu inspiré par des œuvres comme Control, si vous avez déjà joué aux jeux vidéo, X-Files, bien entendu, même à la limite aussi Rick and Morty, un peu si c'est votre genre, parce que le jeu va beaucoup jouer sur le concept des anomalies, des univers parallèles, des choses qui apparaissent dans notre monde et qui ne devraient pas l'être et qui viennent changer au niveau moléculaire, en quelque sorte, le fonctionnement même du monde dans lequel on vit. Et ça, c'est vraiment pour, on va dire, les thèmes, mais dans la façon que le jeu est écrit un peu comme Paranoia, dans le sens où vous êtes vraiment, en quelque sorte,
vous lisez comme un code. Vous lisez en fait un guide de fonctionnement, un guide où que vous devez en fait respecter certaines consignes lorsque vous le lisez. Il y a certaines zones qui sont restreintes pour les gens qui le lisent et qui ne seront pas le meneur du jeu en soi. Et c'est à la fois justement très particulier à lire, c'est très difficile à lire, ça m'a pris du temps, je vous dirais, à lire les ouvrages de base. C'était du gros stock, à devoir peaufiner, comprendre. Il y a certaines sections que j'étais comme « Ah mon Dieu, qu'est-ce que je viens de dire là? Il faut que je relise ça. » Mais il y a beaucoup de graphiques aussi qui aident, on va dire, à la compréhension. Visuellement, c'est un jeu que j'ai jamais vu un jeu comme ça, autant dans son visuel, mais aussi dans ses règles. Parce que le système de jeu utilise que des D4. Vous lancez que des D4, un peu le concept du Triangle Agency, le concept des triangles. C'est un fonctionnement d'une bassine de D4 que vous allez lancer pour accomplir certaines actions précises, parce que vous pouvez accomplir que seulement certaines actions qui demandent un jet de dés. S'il n'y a pas de jet de dés en soi et vous souhaitez accomplir quelque chose qui devrait peut-être demander un jet de dés, bien souvent vous allez l'échouer. Parce que vos personnages en soi sont assez normaux. Vous êtes un agent de bureau. Pensez par exemple à Severance. Justement, ça fait aussi partie des références. Vous êtes un agent de bureau du Triangle Agency et vous devez en fait aller arrêter, trouver, capturer, parfois même détruire certaines anomalies qui vont survenir et apparaître un peu partout dans le monde. Et vous-même, eh bien, vous avez été touché par ces anomalies-là, faisant en sorte que vous avez des capacités qui sont au-delà de l'être humain moyen, mais souvent, c'est des capacités qui sont très précises, qui sont très, très concises dans un petit élément qui vous permet d'accomplir beaucoup de choses, mais elles ne peuvent pas vraiment s'utiliser dans toutes les circonstances, faisant en sorte que souvent, bien, vous êtes juste monsieur, madame un peu peinard qui a son quotidien, sa vie à vivre, ses enfants, son divorce à gérer, des choses comme ça. Mais de temps en temps, vous devez aussi, par exemple, faire transformer un bâtiment en grosse plante géante ou même pointer votre doigt en direction de quelqu'un et que la personne va soudainement arrêter d'exister pour toujours. Ça va un peu dans tous ces sens-là. Et le jeu est vraiment particulier. C'est très niché. Je ne pense pas que ça peut plaire à tout le monde. Mais pour justement cette originalité-là, cette beauté-là, parce que c'est très très beau, c'est vraiment un super beau jeu. C'est un jet de dés aussi que les créateurs du jeu à la base ont fait, que lorsqu'ils ont produit la version anglaise du jeu, je pense Haunted Table, il me semble, quelque chose comme ça. Je vais faire apparaître leur logo à l'écran de ceux qui ont fait le jeu dans la version anglaise. Ils ont vraiment tout mis. On va dire, ils ont tout mis dans le même panier pour pouvoir lancer le jeu et le financement et espérer que ça fonctionne, parce que si ça ne fonctionnait pas, c'était terminé pour eux. T'sais, c'était vraiment pas une compagnie qui avait nécessairement des reins solides au tout début quand ils ont débuté le projet, et ils ont vraiment fait un jet de dés à l'aveugle en espérant que ça puisse fonctionner, et ça a trouvé son public, bien que ça demeure justement très, très, très niché. C'est délirant. C'est fou, c'est catastrophique, je dirais, même aussi parfois, et c'est même évolutif. Et là, je vais justement, je vais arrêter là, je ne vais pas trop en dire. Si jamais vous êtes familier avec les jeux de société, on va dire évolutifs, des jeux de société avec des campagnes évolutives, eh bien, vous peut-être savoir de quoi est-ce que je parle à ce moment-là, mais le jeu de rôle a aussi cet aspect-là qui vient. Et aussi un module d'aventure qui vient également aussi avec le jeu de base, qui est mon Dieu, comment le décrire? Comment décrire le module d'aventure de Triangle Agency? Incroyable. Bon, c'est incroyable. C'est pas pour rien que c'est dans mon top de mes jeux de l'année, dans mes découvertes de l'année, parce que j'avais jamais vu un jeu de rôle comme ça. Et là, le kit d'initiation en français est disponible. Et là, j'ai pris le temps de le lire, qui a été traduit d'ailleurs par ce cher Sandy Julien, que j'ai déjà reçu sur la chaîne. D'ailleurs, Sandy, je te salue au passage si tu écoutes cette vidéo. Il a fait vraiment un très très bon travail dans la traduction, parce que ça doit être vraiment un jeu qui est d'une complexité à traduire, alors que beaucoup de termes, dans la façon que c'est dit, dans la façon que c'est présenté, dans la façon que les informations sont partagées, c'est à la fois très personnel, mais à la fois aussi c'est très corporatif. C'est aussi très, parfois des sous-entendus, des petits clins d'œil, des petites blagues. Il y a vraiment un peu de tout. Donc, ça devait être quelque chose à faire, et je suis persuadé que Sandy a fait, c'est un peu des fois casser la tête sur certaines choses, mais il a fait vraiment un très très beau travail, et celui-ci est
en fait gratuit, sur le site de Raise Dead Édition. Je vais bien entendu le lien dans la description. Donc si vous souhaitez en savoir plus, avant que je ne vous en reparle dans une autre vidéo, eh bien vous pouvez aller télécharger le tout gratuitement. Il y a des agents qui sont prêts à être utilisés. C'est une petite mise en contexte, une compréhension des mécaniques du système et tout le nécessaire pour pouvoir vous lancer dans cet univers qui est absolument impossible à décrire. Le kit de Triangle Agency. Vraiment très très beau produit. Allez voir ça maintenant. Prochaine lecture, et là je suis désolé, ça se peut que je massacre le nom parce que je trouve que c'est assez difficile à prononcer. Il s'agit de Hein Ful Long, qui est un... Je pense qu'il fallait que je le prononce peut-être avec plus une connotation germanique, là, mais c'est un scénario d'introduction pour horreur liminale, liminal horror en anglais, qui est sorti en fait lors du financement participatif pour la version Deluxe en anglais. Et le synopsis est le suivant. L'artiste Catherine Campbell a disparu. Les rumeurs racontent qu'elle était sur le point d'achever son magnum opus, une peinture que personne d'autre n'a encore vue, lorsqu'elle s'est volatilisée dans des circonstances mystérieuses. Sa maison demeure telle qu'elle l'a laissée, attendant simplement que quelqu'un vienne lever le voile sur le mystère qu'elle renferme. Très cool aventure pour celles et ceux qui veulent découvrir Horreur Liminale, mais aussi un module très intéressant pour ceux qui s'y connaissent déjà et qui souhaitent tester autre chose, vivre de nouvelles péripéties. C'est un peu ça aussi avec Horreur Liminale. Il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de modules qui sont disponibles pour ceux que ça intéresse. Et il y a aussi également la possibilité de jouer le module avec le mode documentaire, qui est une nouvelle façon de jouer Horreur Liminale, qui a été proposée lors du financement participatif qu'il y a eu il y a quelques mois, et qui rajoute justement un ensemble de règles et un ensemble de manières de faire, de manières d'animer le jeu pour que justement on ait l'impression qu'on est dans un enregistrement, un peu comme un found footage. C'est une cassette VHS qui a été trouvée parce que oui, on incarne justement une équipe de tournage. Donc ça peut faire penser un peu à Channel Fear par exemple. Et je trouve que c'est un très bel ajout. Le visuel est vraiment beau. Il y a vraiment un souci du détail, des illustrations, les annotations dans les cartes et tout ça, l'exploration du manoir, les secrets qui s'y trouvent. Donc c'est vraiment très très cool, aventure de base. Et finalement, non pas une lecture, mais bien un financement participatif à venir. Il s'agit de Hope Spring Eternal, 5 cadres de campagne pour le jeu de rôle Daggerheart. Il sera lancé en fait le 9 décembre 2025. Donc au moment où vous écoutez cette vidéo, soit le financement est débuté, soit il va débuter. Dans un cas comme dans l'autre, le lien qui mène au financement sera dans la description de cette vidéo. Et en fait, Daggerheart, j'ai encore un peu une tête à me faire sur le jeu. Je ne le cacherai pas. J'ai une tête à me faire sur le jeu, même si Fred d'Epic Fumble et Kim sont vraiment très très convaincus par la proposition. Il y a des choses qui me manquent un peu, et je dirais justement des mises en contexte. Et c'est exactement ce que propose en fait Hope Spring Eternal, un ouvrage de 120 pages, très compact, donc, parce que 5 cadres de campagne sur 120 pages, c'est parfait. Ça nous propose une mise en contexte, ça nous propose une idée claire des thèmes abordés, mais ça nous offre aussi la possibilité un peu de rajouter nos propres épices, notre propre sauce au mélange, et ainsi de personnaliser un peu en quelque sorte la proposition ludique afin qu'elle nous plaise parfaitement. Et les différents cadres de campagne sont les suivants. Il y a The Eternal Song, qui est un cadre sur le thème de la musique, empreint de résonance, d'espoir et de contemplation. Et The Final Curtain, qui est un cadre qui est inspiré par les aidants avec des thèmes de sérénité, de remords, d'expiation et de traumatisme. The Ever Rhyme, qui est un cadre qui explore la survie de communautés qui vivent sur d'immenses bêtes gigantesques. The Gardens, un cadre où la floriographie, un terme que je ne connaissais pas, et où est-ce qu'il y a des tensions sociales qui se rencontrent, un endroit où la beauté et la décomposition coexistent. Et finalement, Gutterpunk Rhapsody, qui est un cadre dystopique qui aborde la perte d'humanité et le prix du progrès. Donc, 5 cadres de campagne pour le jeu de rôle Daggerheart. Chaque cadre possède son lieu, sa mise en contexte avec ses points d'intérêt, ses personnages non joueurs que les personnages peuvent rencontrer, les factions, les amorces de scénario, les environnements, les menaces, bref, absolument tout pour enrichir votre contexte de jeu. Et pour moi, ça, c'est parfait. C'est exactement le genre de supplément que j'aime pour un jeu parce que c'est complet, dans le sens que c'est comme un tout. On nous propose quelque chose et voilà. C'est un univers, il y a un thème très très fort dans lequel tu peux te lancer, mais en même temps, justement, on te permet de faire ce que tu veux avec. Mais le thème, il est quand même assez présent et il est majeur. C'est peu la base de la pyramide et sur la pyramide, eh bien, tu construis un peu ce que tu veux. Et vous savez aussi ce qui est très cool là-dedans?
c'est que Hope Spring Eternal, c'est une initiative québécoise. Il s'agit du premier grand projet de Eric Lazur, qui est un joueur de jeux de rôle depuis les années 80, qui a passé les dernières années à éditer des ouvrages juridiques le jour et des jeux de rôle le reste du temps. Il a travaillé entre autres sur Stoneburner, Midnight Muscadine et bien plus encore. Donc son premier gros projet, un supplément pour Daggerheart, un jeu qui fait beaucoup parler, on s'entend, un supplément qui propose des cadres de campagne, chose qui ne pleut pas jusqu'à présent dans l'univers de Daggerheart, dans la communauté de Daggerheart, qui provient en bonne partie du Québec. Il n'y a pas d'intelligence artificielle non plus là-dessus. Les artistes qui sont là-dessus pour les illustrations ont peaufiné des choses absolument incroyables de leurs mains talentueuses. Ça débute le 9 décembre prochain sur Kickstarter, Hope Spring Eternal. Je vous encourage fortement d'aller voir ça. Bien entendu, le lien dans la description. Et ça conclut cette, on va dire ce petit vol sommaire de mes lectures de novembre 2025. J'espère que vous avez apprécié ça. On se retrouve peut-être en décembre 2025. Je ne sais pas si je vais faire un retour sur mes lectures de 2025 en décembre, mais je suis curieux de savoir, vous, ce que vous avez lu ces derniers temps. Qu'est-ce qui a attiré votre regard? Qu'est-ce qui a été dans vos lectures du temps des dernières semaines grises de novembre et qui ont attiré votre intérêt? Si vous avez des choses à me conseiller, vous pouvez le mettre en commentaire. Si vous avez des annonces à me faire ou vous souhaitez que je partage des annonces concernant certaines initiatives, vous pouvez également me le mettre en commentaire. Ça me fait plaisir d'y jeter un coup d'œil. Et sinon, bien entendu, petit pouce vers le haut, petit commentaire. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.